Ce soir, donc, nous nous intéressons à d'autres types de collections, un ensemble de sculptures remarquables, sculptures de Charles Cordier, qui ont été réalisées dans les années 1840-1860. Derrière ces œuvres, il y a une véritable démarche anthropologique, et on va en parler tout à l'heure, et une volonté aussi de représenter la diversité humaine, la diversité du beau, aussi l'universalité du beau humain. Et aussi, ce sont évidemment des œuvres d'art et on peut les regarder de ce point de vue-là. Elles ont été exposées au salon, elles ont fait l'objet de critiques. Et c'est aussi une autre approche que l'on voulait mettre en valeur. D'abord, je suis un anthropologue un peu généraliste et je travaille aussi sur les gens vivants. Et ce qui m'a intéressé dans l'œuvre de Charles Cordier, c'est la représentation du vivant, la représentation de la diversité humaine, donc cette perspective anthropologique. Et puis j'ai voulu la situer dans l'histoire du mot anthropologie, ici même, au muséum, mais bien avant, depuis le début, c'est-à-dire depuis le Jardin du Roi. Alors je ne suis pas ni épistémologue ni historien des sciences, mais je pense que tout praticien dans une discipline a intérêt à avoir au moins quelques notions sur l'histoire de sa discipline, sur les grandes thématiques, les grandes questions, parfois les controverses, évidemment, qui sont riches, qui ont été riches, vous le verrez. Et donc, l'œuvre de Cordier, dont je parlerai peu moi-même, est pour moi le prétexte d'insérer ce regard sur la diversité de l'espèce humaine actuelle. Alors, effectivement, c'est à travers la commande que les anthropologues ont fait à un sculpteur pour représenter cette diversité humaine. C'est donc cette alliance de l'art avec la science dans un esprit pédagogique. Et donc Charles Cordier, donc vous voyez que c'est un homme qui arrive au XXe siècle, mais c'est un homme du XIXe siècle. C'est un homme qui renouvelle un petit peu la pratique de la sculpture. Et donc on a un spécialiste pour en parler, Frédéric Chappet. Donc ce personnage, qui sera un petit peu en filigrane dans la conférence, nous donne le prétexte donc à cette réflexion sur la beauté, en fait, dans l'espèce humaine. Et en voilà une première illustration. En fait, ces œuvres sont célèbres dans le monde entier. Quand vous arrivez à Roissy, dans une des galeries, il y a des grandes photos de ces bustes-là. Donc ici, au musée d'Orsay. Mais il se trouve que nous en avons aussi en dépôt dans notre collection d'anthropologie. Et nous en sommes très fiers, bien sûr, puisqu'il y a là quelque chose de véritablement artistique. Et il y a aussi quelque chose qui a trait à la notion de valeur, et en particulier de valeur financière. Alors, on va parler un petit peu de sculpture quand même, bien que j'en sois pas expert, mais pour parler de la sculpture classique qui était faite en général de façon non polychrome, c'est-à-dire dans des marbres blancs, comme ici une œuvre de Pigalle, là, bon, Madame Adélaïde, qui est la tante de Louis XVI, en fait une fille de Louis XV. Et alors Pigalle représente quand même un peu la diversité humaine avec ce buste célèbre appelé le Nègre Paul, qui était un domestique d'un de ses amis. Mais on va voir comment en fait Cordier se démarche de cette approche. Et puis vous avez en face une œuvre beaucoup plus récente, qui touche aussi à la fin du 19e. C'est une dame qui s'appelait Marie Sicole et qui était une héroïne en fait de la guerre de Crimée, qui était une femme d'origine jamaïcaine. Et vous voyez comment le sculpteur, dans une tradition très classique, l'a représentée. Alors, après cette petite introduction artistique, je vais d'abord traiter de cette question de l'histoire de l'anthropologie, et puis on reviendra au buste de Cordier. Donc, nous sommes ici sur le site même du Jardin du Roi, et depuis le début, il y a trois chaires, la botanique, la chimie et l'anatomie. Et on comprend bien pourquoi. Au départ, c'est un jardin de plantes et de plantes médicinales. Donc c'est pour soigner, donc c'est de l'ordre de la médecine. Et puisqu'il y a médecine et plantes, il y a de la botanique. Et bien sûr, le professeur Baudot, qui a la chaire de chimie du muséum, vous en parlerait savamment. Il y a ici la naissance de la chimie elle-même. Alors, très tôt, les grands médecins, premiers médecins du roi, etc., prennent les choses en main ici et demandent en fait la création d'un jardin de botanique. Notamment, il y a une dynastie, les Riolan,
et le fils Riolan, donc médecin de Marie de Médicis, obtient la création d'un jardin des plantes qui sera en fait réalisé un peu plus tard par Guy de la Brosse, mais on peut situer l'origine à Riolan. Et ce qui est intéressant avec Riolan, c'est qu'il se lance déjà dans un travail anthropologique, vous voyez, avec son anthropographie, qui est un mot intéressant. Et vous voyez que dès 1629, il explique ce que c'est que l'anthropologie, qui a deux parties, la psychologie et la somatologie. Parce que l'homme est composé de deux natures, une spirituelle qui est l'âme, l'autre matérielle qui est le corps. Donc on voit bien, d'une part, l'approche anatomique, ce qui deviendra plus tard finalement l'anthropologie physique, et puis l'approche spiritualiste, je dirais, mais finalement l'approche de la vie intellectuelle et culturelle de l'espèce humaine, et donc finalement l'ethnologie. Donc on voit déjà très tôt annoncer cette dimension anthropologique. Et puis alors il y a d'autres histoires qui concernent Riolan, en particulier donc toujours ici, un petit peu la naissance de la paléontologie. Alors ça, c'est une histoire qui remonte aussi à ces années 1600. On avait trouvé quelques gros os, une grosse dent et puis d'énormes morceaux de fémur, etc., dans le Dauphiné. Et on avait rattaché ça à la découverte d'un squelette de géant qui aurait été donc Teutobochus, le roi des Cimbres. Et donc, Riolan consulté, Riolan, anatomiste, se moque de ça, parle d'arguments cacatoires. Alors, pour la petite histoire, cacatoire vient de cacare, qui veut dire faire caca en latin. Donc, vous voyez le niveau de la controverse. Et donc, lui dit, non, c'est un éléphant. Ce sont peut-être les éléphants d'Hannibal quand ils ont traversé les Alpes, etc. Et puis, le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait, c'est un dinothérium qui est effectivement un des ancêtres paléontologiques de l'éléphant. Donc ces ossements-là, qui ont été pratiquement perdus, avaient fait grand bruit à l'époque. Et c'est notre Riolan qui est déjà au cœur de cette controverse en disant « Non, 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 il ne s'agit pas de géants, ce ne sont pas des restes humains, ce sont des restes de gros mammifères. » Alors, cette chaire d'anatomie, elle est donc transmise comme ça, de famille en famille. Donc, il y a une autre grande famille avec les Cureaux de la Chambre, père et fils. Donc, eux aussi vont parler de la destruction du corps humain et de sa diversité. Ça, c'est en ce qui concerne Marin Cureaux de la Chambre. Son fils, qui hérite de la chaire, est entouré donc de deux suppléants, c'était dans les statuts. Donc, Pierre Cresset, qui est régent de la faculté, qui est vraiment un grand docteur chargé de discours, donc c'est plutôt des discours théoriques et un peu déconnectés de la réalité anatomique, où on préfère citer Galien qu'autopsier soi-même. Et puis Pierre Dionys, qui lui est chirurgien, qui est beaucoup plus un praticien et qui est chargé des démonstrations. Et ces démonstrations, ce sont des autopsies, elles sont publiques et elles vont accueillir énormément de spectateurs, à tel point qu'elles seront limitées aux étudiants en médecine et en chirurgie, et même les garçons barbiers, puisque les barbiers faisaient un peu de chirurgie, et encore plus les spectateurs non connectés à la médecine, n'ont pas le droit d'y assister. Et le problème est d'avoir des corps. Parce que dans les statuts du Jardin du Roi, qui se créent donc en marge de la faculté, et avec la jalousie des professeurs de la faculté, eh bien le Jardin du Roi ne délivre pas de diplôme. C'est un peu sa faiblesse. Et du coup, il n'a pas le statut de faculté, et il n'a pas de cadavres. Et les cadavres sont relativement rares. Bon, en général, ce sont les pendus. Il n'y en a pas toujours à disposition. Et au début, les démonstrateurs ont beaucoup de mal à trouver de la matière. Et finalement, vous voyez, une ordonnance de 1673, importante, leur attribue non seulement des cadavres, mais en priorité. C'est-à-dire que c'est d'abord au Jardin du Roi qu'on va faire parvenir les pièces anatomiques pour faire les démonstrations publiques. D'où la jalousie, imaginez, de la faculté de médecine. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu le contexte. Alors, il y a des querelles. Il y a des querelles théoriques. Alors, ce fameux Pierre Cresset, qui est lui le régent, docteur et le théoricien, il défend une théorie qui s'appelle celle des causes finales. C'est-à-dire qu'il pense que si l'homme est ainsi bâti, c'est que son créateur a tout prévu.
hein, que l'auteur de la nature n'a point mis de cheveux sur le front de crainte que tombant devant les yeux, il n'empêchasse de voir, etc. Donc, en gros, c'est déjà ce qu'on retrouvera plus tard chez Pangloss, hein, chez Voltaire, c'est tout est pour le mieux. Et donc ça agace un certain nombre d'adversaires qui lui disent « Qu'en savez-vous du destin du Créateur ? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il a fait les choses comme ci et pas pour une raison qui nous échappe ?» Donc la querelle vire au vinaigre. Et voyez, je l'ai mis en plus gros parce qu'il faut imaginer que ça se passe à quelques mètres d'ici. Pendant un discours de 3 heures qui prononce à Crécy, une partie des auditeurs frappaient des pieds et jetaient des pierres pour le faire finir. Donc, vous voyez l'ambiance un petit peu. Il fallait envoyer la police pour calmer ça. Donc, c'est le genre de querelle qui continue un peu dans notre milieu, mais sur un mode quand même beaucoup plus mineur. Donc, j'espère que vous ne me jetterez pas de pierres. En tout cas, c'est intéressant de voir à quel point les gens s'investissaient intellectuellement dans la naissance de ces théories. Alors, elles conduisent à s'interroger sur l'unité de l'espèce humaine, même du genre humain. Donc ça, cette diversité humaine, elle est connue depuis l'Antiquité, mais elle pose un nouveau problème avec la découverte de l'Amérique. Et du coup, il faut pouvoir interpréter cette nouvelle humanité. Est-elle faite de rejetons d'Adam? Autrement dit, est-ce que certains descendants d'Adam sont allés se perdre ailleurs? Et du coup, cette communauté appartient à l'espèce humaine et elle est digne d'être christianisée? Ou bien s'agit-il d'une toute autre création, voire d'individus qui ne font pas partie de l'espèce humaine? Et là, on commence à imaginer des théories, notamment la théorie pré-adamite, qui consiste à dire qu'il y aurait eu des gens qui existaient, des hommes qui existaient sur la Terre avant le couple d'Adam et Ève. Et donc on a en particulier un philosophe qui s'appelle Isaac de la Pereire, qui est resté pour cette théorie, disant « Il est possible que les Juifs descendent d'Adam et Ève, mais il est possible que les autres membres de l'humanité descendent d'autres couples. » D'autant que ça posait un certain nombre de problèmes. Quand vous voyez la descendance d'Adam et Ève, bon, déjà Caïn et Abel, bon, Abel est éliminé, reste Caïn. Après, il y a peut-être d'autres enfants, mais du coup, pour imaginer qu'il commence à faire une humanité, il faut imaginer l'inceste. Donc tout ça, c'est un petit peu embarrassant. L'Église n'a pas toujours de réponse. Donc les gens commencent à envoyer un message un peu subversif en disant « Est-ce que la Bible nous dit réellement la vérité ?» Alors, les voyageurs, évidemment, parcourent le monde, et un des premiers à parler un petit peu en termes de races humaines, c'est Bernier, en 1684. Bon, il fait paraître un texte anonyme, parce que c'était un petit peu également aventureux, mais à partir de là, on voit s'établir une division de l'humanité un petit peu par continent. Finalement, une vision qui n'est pas dépourvu d'actualité encore aujourd'hui. Et on retrouve ce Dionys, le démonstrateur de chirurgie, qui reprend à son compte le terme d'anthropologie, un peu dans les mêmes termes que son prédécesseur. Hein. Donc il définit l'anthropologie comme la psychologie, dont je ne vous parlerai point, c'est un autre sujet, et la seconde qui est l'anatomie. Et moi je suis un anatomiste, donc je vais m'intéresser à la diversité du corps humain. Donc les choses se mettent en place. Et avec cette interrogation sur la diversité de l'espèce humaine et ces questions de pré-adamite, les philosophes, en fait, et en particulier Voltaire, voilà une occasion, en fait, de contester le dogme catholique, qui est très monogéniste, qui tient beaucoup à ce que toute l'humanité descende d'Adam et Ève. Et donc, vous voyez comment quelques proclamations assez définitives apparaissent sous la plume de Voltaire et traduisent bien que pour lui, tous les hommes ne sont pas issus de la même souche. Bon, je vous laisse lire un peu, mais bon, c'est des textes qu'on pourra retrouver. Et du coup, c'est aussi la période où on commence à réfléchir en termes d'évolution des espèces. Et vous voyez, ce même Voltaire, qui n'est pas du tout décidément un bon naturaliste, et qui aime évidemment toujours un petit peu ricaner des choses,
déclare aussi ça. Il y a peu de gens qui croient descendre d'un turbo ou d'une morue, bien que finalement, je pense que nous descendons un petit peu d'un ancêtre commun avec le turbo et la morue. Mais bon, pour lui, c'est ça. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est de voir qu'un siècle plus tard, dans la légende des siècles, alors après la publication des travaux de Darwin, qui du coup relance ce débat sur l'évolutionnisme, eh bien... Hugo n'est pas persuadé, vous voyez, de la théorie transformiste. Donc, le grave anglais correct, c'est bien sûr Darwin, qui déclare qu'on n'est plus fait par Dieu, mais par un cousinage avec les singes, et qu'il faut être digne de ce cousinage. Eh bien, ça laisse Hugo un petit peu rêveur. Par contre, c'est là que vous voyez la modernité de Diderot. Il n'y a qu'un premier animal prototype dont la nature n'a fait que transformer certains organes. Au lieu de la main d'un homme, vous aurez le pied d'un cheval. Et vous avez là toute la théorie en fait transformiste qui est ébauchée, où en fait tous les mammifères et à un degré de plus tous les êtres vivants descendent d'un ancêtre commun. C'est exactement la problématique de la génétique actuelle. Donc après, à partir de ce schéma un petit peu général, chaque genre animal va broder sur ce fond commun pour développer des particularités. Mais vous voyez bien, entre Voltaire et Diderot, la différence d'approche. Toujours est-il que dans ce siècle des Lumières, le sauvage, de même que le nègre blanc, dont je ne parle pas là, mais l'albinos, ce sont des thèmes qui retiennent beaucoup l'attention des philosophes. Donc, il y a après le texte un peu fondateur de Montaigne sur les cannibales qui résulte d'une visite en fait d'Indiens du Brésil à Bordeaux, dont il était le maire. Vous voyez que Rousseau, Voltaire, Diderot et bien d'autres d'ailleurs vont s'emparer un petit peu de la question de l'homme sauvage pour le situer par rapport à leur propre humanité d'hommes du XVIIIe siècle. Alors le polygénisme qui était philosophique arrive sur le terrain de la science avec notamment donc, des gens qui sont ici au Jardin du Roi ou au Muséum après la Révolution. Et ce polygénisme ne veut pas forcément dire, c'est là que ça se complique un peu, racisme. On pourrait dire que si les gens considèrent que tous les humains ne sont pas issus de la même souche, il y aura donc des différences vraiment de nature entre ces différentes souches, et du coup que la hiérarchie sera plus facile à mettre en place. Mais on va revenir à cette question de l'esclavage et de son abolition. C'est la période où on va commencer à abolir l'esclavage et à réfléchir sur la question des inégalités chez l'homme. Eh bien, un certain nombre de polygénistes, en fait, sont aussi des militants anti-esclavagistes. Donc, il ne faudrait pas faire l'équation polygénisme égale racisme et esclavagisme et monogénisme égale égalité, puisqu'en fait, l'Église catholique, toute monogéniste qu'elle est, c'est aussi opprimer et accepter l'esclavage. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça nourrit à l'époque donc de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, énormément de débats. Et ces débats vont se continuer au cours du 19e, et vous aurez un professeur d'ici, Georges Pouchet. Vous voyez que le muséum apparaît dans toutes ces querelles, à chaque fois en première ligne pratiquement. Eh bien, Pouchet va éditer en 1858 un livre qui est un manifeste polygéniste. Alors c'est intéressant de parler un petit peu de Pouchet parce que c'était le fils de Félix Pouchet, lui-même grand adversaire de Pasteur. Donc ça nous amène à la querelle sur la génération spontanée. Et donc Pasteur avait montré que la vie ne peut pas apparaître à partir de la pourriture d'un morceau de viande qu'on laisserait se décomposer, qu'il faut un germe. Et qu'il faut que si la vie, donc des bactéries, des champignons, voire des mouches, des vers, apparaissent dans les aliments en décomposition, il a fallu qu'ils soient inséminés de l'extérieur. Et donc il le démontre en faisant des fioles étanches, stérilisées, etc. Et Pouchet, père, conteste ça, donc ça fait une grande querelle. Et Brocade, dont on reparlera bien sûr, prend plutôt le parti de Pouchet. Et c'est intéressant de se demander pourquoi, en fait, un certain nombre de savants de la première moitié du 19e n'ont pas accepté les théories de Pasteur. Eh bien, là encore, c'est en raison d'une tradition philosophique, en partie anticléricale, parce que qui disait génération spontanée
voulait dire que justement la vie pouvait apparaître à tout moment et que donc il n'y avait pas eu besoin d'une création divine. Donc la ligne idéologique en fait des gens qui contestaient Pasteur était basée sur l'idée que effectivement la vie peut apparaître à tout moment. Et par contre, Pasteur, en disant non, la vie ne descend que d'une autre vie, etc., et Pasteur étant en plus un chrétien pratiquant, donc il y avait une opposition idéologique qui finalement avait tendance à transformer les antipastoriens en réactionnaires. Mais si on veut pousser la querelle jusqu'au début, il est vrai que l'apparition de la vie sur la Terre est une génération spontanée. Donc on ne peut pas condamner les adversaires de Pasteur et on ne peut pas condamner Pasteur non plus, puisque Pasteur montre bien qu'une fois la vie apparue, eh bien, elle ne peut se transmettre que par insémination, mais il a bien fallu à un certain moment qu'à partir de la matière minérale, la vie puisse apparaître. Et donc ça, c'est la théorie des antipastoriens. Donc si on la recule dans le temps à il y a 4 milliards d'années, à ce moment-là, on peut comprendre et mettre en perspective ces deux points de vue qui ne s'excluent pas mutuellement. Mais bon, vous voyez, 1858, ce manifeste polygéniste, et puis 1859, le triple tremblement de terre apporté par Darwin, Bouchet de Perthes et Broca. Darwin qui publie son ouvrage majeur, L'origine des espèces. Bouchet de Perthes qui fait paraître son livre majeur également sur la démonstration de la présence de l'homme avant le déluge, dans les fouilles qu'il mène dans la vallée de la Somme, et où il montre que des pierres taillées sont associées avec des espèces fossiles disparues. Et puis Broca, qu'on retrouve aussi en filigrane tout au long de ce processus, qui fonde la Société d'anthropologie cette même année 1859. Et à partir de là, plus rien ne sera pareil. Alors cette querelle du monogénisme et du polygénisme, elle est éteinte, puisqu'on sait que tous les hommes modernes sont issus effectivement d'un même groupe de fondateurs, mais elle est nuancée, là encore, pour des raisons idéologiques, en fonction des sensibilités des paléontologues et des généticiens. Par exemple, le consensus se fait pour une origine africaine de l'homme moderne, mais ça ne plaît pas beaucoup aux Chinois de descendre des Africains, donc eux vont défendre plutôt une apparition de l'homme moderne en Asie. Et puis, certains paléontologues, tout en étant monogénistes, bien sûr, vont défendre la théorie du polycentrisme, c'est-à-dire de l'évolution séparée d'un certain nombre de communautés humaines. Et pour eux, en fait, cette théorie du polycentrisme, elle est progressiste parce qu'elle encourage justement la diversité, le multiculturalisme en quelque sorte, alors que la position monocentriste, pour eux, ils en font une théorie conservatrice et même réactionnaire parce qu'elle est basée sur la pureté de la souche. Donc, vous voyez que tous ces débats du XVIIIe et du XIXe siècle sont réinvestis à notre époque avec d'autres colorations, évidemment avec les progrès de la génétique, mais où il reste toujours derrière ça un certain nombre de prises de position idéologiques. Alors, à ce propos, puisque un mémorable voyage a fait venir les amis du Musée de l'Homme au Cameroun, et en particulier sur les terrains où nous travaillons, eh bien, je rappelle un petit peu à propos de cette querelle du monogénisme et du polygénisme, la façon dont on pouvait interpréter justement une population dont la diversité paraissait étonnante, donc des gens qui étaient de petite taille. En fait, c'est un vieux mythe grec du combat d'une population naine avec des grues, c'est dans Homère. Et vous voyez que dans la mise en place de la théorie chrétienne, avec saint Augustin en particulier, on pose ce problème. Est-il possible que tous les hommes ne descendent pas d'Adam et qu'il y en ait qui soient particulièrement étonnants parce que leur particularité physique les rendent marginaux dans l'espèce humaine? Donc il y a cette tradition philosophique, on trouve ça chez les Grecs, chez les Romains, ça c'est la basilique d'Autun, donc le Moyen-Âge, la Renaissance, jusqu'au XVIIe siècle, cette thématique des nains combattant des grues. Et les choses commencent à se décanter à la fin du XVIIe siècle avec une monographie d'un anatomiste. Cette monographie est assez célèbre, mais vous voyez dans son titre combien elle est encore confuse, puisqu'on a à la fois l'orang-outang, qui est un grand primate asiatique, et le mot vient
d'une langue indonésienne, ça veut dire l'homme des bois, donc qui traduit en latin correctement par Homo sylvestris, mais il parle aussi de pygmée, et puis il va parler ensuite de la comparaison entre le monkey, donc le petit singe avec une queue, le ape qui est le grand singe sans queue, le grand primate, et puis l'homme. Donc vous voyez qu'il y a là à la fois le pygmée, l'orang-outang, le chimpanzé, puisqu'en fait il s'agit véritablement d'un chimpanzé, donc qui était vivant quand Tyson l'a observé, et puis bon, il est mort, il l'a disséqué, donc vous voyez les muscles, vous voyez le squelette, ce squelette est d'ailleurs pieusement conservé à Londres. Eh bien, ça c'était l'imaginaire qui héritait de cette tradition depuis l'Antiquité d'un peuple de nains, mais qui ne sera ensuite illustré que bien plus tard, vous voyez, par les voyages au Congo et au Gabon, où là, des explorateurs rencontrent des gens de petite taille qui ne font pas une coudée, parce que le mot pygmée vient de la coudée, donc la coudée grecque, elle fait une trentaine de centimètres. Ils sont simplement un petit peu plus petits que la moyenne des gens, et du coup, ces explorateurs font ressurgir cette vieille légende et affublent ce peuple un petit peu petit du mot de pygmée. Et il y a là certainement un contresens dont on continue à subir les conséquences, mais l'histoire provient de là. Et ce qui est intéressant, on va retrouver les prises de position des professeurs du muséum, c'est de dire, tout extraordinaire que puissent vous paraître les pygmées, ce sont des hommes véritables. Il n'y a rien en eux qui rappelle des intermédiaires avec le singe, etc. Donc, vous voyez, proclamation de l'unité de l'espèce humaine. Alors, il faut quand même se baser sur une démarche qu'on appelle taxinomique, qui consiste à donner des étiquettes à la variation. Donc ça, c'est un procédé qui a été aussi beaucoup développé au Muséum et au Jardin du Roi, avec Tournefort en particulier, grand botaniste. Et donc, ça peut être appliqué également aux animaux. Donc, il y a l'œuvre majeure de Linné qui avait pour but de décrire toute la création. Donc Linné était fixiste, il n'est pas évolutionniste, mais il voulait mettre une étiquette sur toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, et c'est lui qui invente cette classification qu'on appelle binominale, avec le nom de genre et le nom d'espèce. Donc nous sommes des homos, genre humain, et des sapiens, l'espèce sapiens. Donc ça, c'est l'œuvre de Linné, et donc c'est toujours le problème de savoir comment classifier des objets qui n'ont pas toujours, vous voyez, la même forme, etc. Donc, et comment reconnaître l'unité qui est derrière cela. Donc déjà, il fait une première catégorie de l'Homo monstruosus, donc, qui est en fait toutes les scories des récits de voyageurs, de choses qui ne sont pas bien claires, qui sont soit donc, mais sous le terme de pygmée, il renvoie à Tyson, ce sont des chimpanzés qui ont été observés dans la forêt, qui ressemblent un petit peu à des hommes, des gorilles bien sûr, des orang-outans en Asie, et puis un certain nombre de créatures plus ou moins mythologiques qui, par la suite, ne seront plus reconfirmées, qui étaient simplement des inventions. Mais pour ce qui concerne l'homme actuel, en quelque sorte, il en fait 5 variétés, ou 5 sous-espèces, ou 5 taxons, comme on veut, qui est Férus, donc l'homme sauvage, et puis sinon, vous voyez, une division par continent, donc l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alors, Buffon, qui est son contemporain, qui travaille beaucoup à réfléchir au concept d'espèce, ne croit pas du tout à la division de l'humanité, et il a cette très belle phrase, que, après tout, nous sommes tous les mêmes, c'est simplement le climat qui nous habille de couleurs différentes. Mais c'est des variations mineures sur un fond extrêmement homogène. Donc on a là un commentaire d'un des successeurs de Buffon au Muséum. Donc on a une réflexion sur la division de l'humanité en races. Donc il dit bien que Buffon voit avant tout l'unité de l'homme, alors qu'un certain nombre de théoriciens, notamment en Allemagne, commencent à structurer les choses de façon un peu plus quantitative. Il y a notamment Camper qui invente l'angle facial, mais Camper n'est pas quelqu'un de raciste ni de polygéniste. En fait, il a parfois été mal compris ou utilisé à d'autres fins. Simplement, bon, il décrit cet angle facial et il montre que l'angle s'ouvre au fur et à mesure que les espèces s'élèvent,
puisqu'il voit dans l'évolution aussi une élévation. Et puis Blumenbach, qui fait sa thèse de médecine, en fait, dans les années à la fin des années 1770, sur les variations anatomiques chez l'homme, et qui donc, lui, commence à parler de 5 races avec des caractères, vous voyez, des crânes allongés, des crânes raccourcis, etc. C'est lui qui invente en particulier le terme de caucasien, qui désigne aux États-Unis les blancs, tout simplement, et parce qu'il voit dans le crâne d'une femme caucasienne de sa collection la perfection esthétique. Mais ces gens-là, qui sont des raciologues, sont également des monogénistes. C'est pour ça que je vous dis que ils peuvent être racistes, hein, tout en étant pour autant monogénistes. Alors, la position de Cuvier n'est pas vraiment tranchée dans la mesure où Cuvier n'est pas anthropologue. Cuvier est zoologue, mais il s'intéresse évidemment au mouvement des idées. Et son frère Frédéric est un des fondateurs de la Société des observateurs de l'homme, qui n'aura malheureusement que la durée du consulat, en gros, mais qui commence déjà à s'intéresser au récit d'ethnologie, à informer les voyageurs. Vous voyez, il y a un texte de Gérandeau qui donne des instructions pour les voyageurs, pour leur dire, si vous partez à l'autre bout du monde, voilà ce que vous devez ramener comme observation et collecter des objets, etc. Donc on voit la démarche ethnologique se mettre en place, mais Cuvier n'en reste pas moins un zoologue. Il est à l'anatomie comparée, mais pas à l'anatomie humaine. Cela dit, il commence à créer un embryon de collection de crânes, et puis il reste quand même dans l'histoire, d'ailleurs de façon assez désagréable, comme celui qui a autopsié la Vénus hottentote, et on voit dans le compte-rendu d'autopsie que c'est un discours de zoologue disséquant un primate, ce n'est pas un discours d'anthropologue. J'ai même vu un blog d'un journaliste récemment qui disait « il faut débaptiser la rue Cuvier parce que Cuvier a trop insulté justement l'humanité avec l'autopsie de Saartjie Baartman, la Vénus ». Et puis, il reste aussi célèbre, un peu moins, mais dans la querelle de l'homme fossile de la Guadeloupe. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un squelette qui est trouvé dans une petite commune de Guadeloupe, le Moule, et qui est pétrifié dans un massif de corail. Et donc, à cette époque de Cuvier, donc vous voyez, vers 1820, où on n'a pas encore de fossiles humains, puis la Guadeloupe paraît un peu périphérique, mais il y a cet homme de pierre, là, qui a l'air d'être d'une forte antiquité, parce que, justement, il est pétrifié. Et donc... Bon, la Guadeloupe devient anglaise à cette époque-là, donc les Anglais expédient en fait le squelette au British Museum, puis la Guadeloupe redevient française et les Français retrouvent un deuxième squelette qu'ils expédient ici, et Cuvier fait le voyage à Londres pour aller comparer le squelette d'ici et le squelette des Anglais, et il conclut qu'il n'y a rien à conclure, qu'apparemment c'est un homme de morphologie moderne, ce qui est le cas, et qu'on n'a pas d'éléments de datation. Et c'est Ami, grand anthropologue, bien plus tard, professeur au muséum, on reviendra sur lui, qui démontre, en grattant dans encore un autre squelette, qu'il y a un petit pendentif arawak qui montre bien que c'est tout simplement un Indien précolombien récent qui a été fossilisé par un processus géologique. Mais cette querelle de l'homme fossile de la Guadeloupe est réinvestie depuis quelques années par les créationnistes, qui accuse en fait le British Museum d'avoir retiré le squelette dans les années 60 des galeries pour le cacher en fait, et qui disent « vous voyez bien ce qu'on nous cache, c'est qu'il y a des millions d'années, il y avait des hommes comme nous, ce sont des hommes fossiles qui sont très anciens, mais la science ne veut pas le dire, et donc elle nous raconte d'autres histoires ». Quant au squelette du muséum, malheureusement, jusqu'à présent, on ne l'a pas retrouvé. Donc, cette question de l'unité de l'homme et de son étude est vraiment consubstantielle de toute l'histoire du Jardin des Rois, du Roi, puis du Muséum. Et quand donc le Muséum lui-même, tel qu'on le connaît, est créé à la Révolution, on va créer donc un cours sur l'anatomie, et Cuvier va faire attribuer la chaire à Antoine Portal, qui est donc bien décidé
à faire une approche globale. Et Portal est à la fois, vous voyez, dans ces deux gravures, un homme du XVIIIe siècle et un homme du XIXe siècle. Il a vécu longtemps et il a vécu à peu près, le plus grand de son âge avant la Révolution, mais il a été influent assez longtemps. Il a fait d'ailleurs des choses intéressantes. Et puis, son successeur, lui, là on approche de la modernité parce qu'il va étendre l'étude de la comparaison anatomique à la physiologie. Il va dire il n'y a pas que le squelette, etc., ou les muscles, ou ce qu'on peut voir sur une carcasse, il y a le fonctionnement des organes. Et donc, c'est un peu aussi l'époque où Claude Bernard commence à jeter les bases de la physiologie. Donc, tout ça participe d'un mouvement commun. Et Flourens exprime très bien la notion d'histoire naturelle de l'homme. Et il est bien décidé à en faire un enseignement particulier, vous voyez, parce que finalement, l'homme, c'est le mammifère qu'on connaît le mieux. Donc, finalement, même pour l'insérer dans des théories plus générales, ça sera un bon matériau en quelque sorte d'étude. Et puis c'est aussi à cette époque, fin du XVIIIe, début du XIXe, qu'un médecin d'origine autrichienne, Gall, élabore la théorie de la phrénologie. La théorie de la phrénologie consiste à dire que le cerveau est bien sûr le maître des comportements et que des vices ou des vertus qui pourraient être plus développées chez un individu se traduiraient par une zone du cerveau qui serait également plus développée et que donc puisque le crâne moule le cerveau, les observations qu'on peut faire sur l'encéphale nu, on pourrait le faire aussi en palpant des bosses sur le crâne qui permettrait de prédire un petit peu le caractère d'un enfant ou bien de confirmer les comportements d'un adulte. Et vous le voyez en train de palper une tête. Donc il divise le cerveau en un certain nombre d'aires, mais ces aires ne sont pas des aires physiologiques comme Brocal montrera plus tard avec l'audition, la parole, la vision, etc. Ce sont des aires comportementales où vous aurez la philanthropie, la poésie, l'amour du prochain, etc. Et lui-même lègue son crâne à sa collection, puisqu'il fait de sa collection soit des crânes qu'il récupère chez un certain nombre de gens, soit des moulages. Et donc lui dit « je veux que mon crâne rejoigne ma collection ». Donc nous l'avons dans notre collection d'anthropologie. Et son élève Dumoutier, qui est également médecin, va amplifier cette approche, ce qui nous vaudra en fait une très très belle galerie de portraits de gens entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe. Et bien sûr, on peut rire de la phrénologie maintenant, avec tout ce qu'on sait, mais à l'époque, elle apparaît quand même comme une démarche scientifique, c'est-à-dire que dans le discours de Gall, on va comparer, donc là vous avez des gens de talent, les musiciens en particulier, Liszt à deux de ses âges, jeunes et plus âgés, mais on va comparer finalement trois sortes de gens. Des gens de talent, donc qui ont tirer le meilleur parti de leur cerveau, disons, pour simplifier, des aliénés qui ont une pathologie cérébrale également constitutive, et puis des criminels, des dévoyés, donc depuis le petit voleur jusqu'au grand assassin. Donc Gall réunit une collection soit de crânes, soit de moulages de ces gens-là pour en discuter. Et c'est d'ailleurs du muséum que viendra la réfutation de la phrénologie, en particulier de Flourens, qui dit non, tout ça ne marche pas. Et effectivement, ça ne marche pas parce que si vous comparez un crâne d'assassin et un crâne de génie, la plupart du temps, vous ne saurez pas qui est qui. Mais bon, à l'époque, vous voyez, on est entre Louis XVI et Napoléon, on commence à tâtonner. Bon, c'est le début de la neurophysiologie. D'ailleurs, Gall était un excellent anatomiste du cerveau qui a laissé des travaux intéressants. Donc, c'est un questionnement qui est de nature parfaitement scientifique. Toujours est-il que, à la suite de ces débats, des Lumières, etc., survient la Révolution, la proclamation de l'abolition de l'esclavage en l'an 2. Donc vous avez cette figure du nègre armé de la Guadeloupe, par exemple. On dit, voilà, ça y est, une nouvelle humanité se lève. Et nous avons, grâce à la phrénologie et grâce à Gall, les moulages d'un certain nombre d'acteurs de cette révolution. Et là, vous avez, de gauche à droite, Robespierre, Jean-Paul Marat et l'abbé Grégoire qui formule le texte même de l'abolition.
Donc tout ça est assez émouvant. Et alors donc Dumoutier, qu'on vient de voir, lui dit, mais ces observations qu'on a faites de proximité sur des Français, sur des Européens, il faut les étendre à toute l'humanité. Et c'est un petit peu également la problématique de l'anthropologie, qui est de dire l'Européen, le blanc, si vous voulez, en termes du temps, ne résume pas l'humanité. Donc, pour comprendre l'humanité, il faut aller dans toutes ses limites et aller décrire les populations du monde. Et dans l'esprit de Dumoutier, cette approche n'est pas du tout discriminante ou condescendante. Vous voyez qu'il dit même que c'est aux phrénologistes qu'il appartient, peut-être mieux qu'à tout autre, de prouver que les hommes des autres contrées, même ceux qu'on appelle barbares, etc., ne sont pas des brutes et que leur cerveau est organisé. Donc c'est une démarche que j'ai appelée d'ethnophrénologie qui nous permet aussi d'avoir une très très belle collection de moulages de ces autochtones des contrées lointaines, en particulier des mers du Sud, avec le voyage de Dumont d'Urville. Et Dumont d'Urville lui-même avait beaucoup de sympathie pour Dumoutier, et lui avait dit « Mais quand je mourrai, vous pourrez récupérer mon crâne ». Malheureusement, 2 ans après que Dumoutier ait fait le moulage de la tête de Dumont d'Urville et toute la famille, survient un des plus grands, premiers en tout cas, accidents de chemin de fer, et Dumont d'Urville meurt brûlé dans cette catastrophe. Mais les phrénologues qui passent la main de plus en plus aux anatomistes constituent l'embryon d'une collection qui, vous voyez, en 1867, atteignait déjà presque 700 moulages, évidemment de toute l'humanité, pas que des exotiques. Alors arrive une deuxième société un petit peu plus perdurante que celle des observateurs de l'homme, qui s'appelle la Société ethnologique de Paris, mais qui va finalement sombrer à mesure que la Société d'anthropologie de Paris, fondée par Broca, va grandir. Mais là encore, vous voyez, ce sont des gens du muséum, en particulier Emile Edwards, et puis toujours Florence, Geoffroy Saint-Hilaire, etc., qui fondent ça avec les saint-simoniens. Le saint-simonisme, évidemment, grandit à cette époque-là. Là encore, nous avons le crâne et le moulage de Saint-Simon dans nos collections. Vous voyez, il y a des sculpteurs comme David d'Angers, et c'est là qu'on retrouve la question des bustes. Vous voyez tous les bustes anatomiques issus de la phrénologie. Simplement, le point de vue de Cordier, comme d'ailleurs de beaucoup de sculpteurs, ça sera de dire, mais la description de l'individu vivant ne se fait pas par des moulages. Le moulage, ça affaisse les chairs, ça enlève toute expression au modèle, puisqu'évidemment, il est sous le plâtre en attendant que le plâtre se durcissent. Donc, pour les vrais artistes, en quelque sorte, des moulages sur le vivant ne sont pas des œuvres d'art. Mais ça peut être, à la rigueur, des éléments scientifiques. Puisque on est encore avant la photographie, il y a sur tous les navires des expéditions scientifiques des artistes qui vont faire des dessins, etc., qui vont constituer des collections. Et finalement, mouler le crâne de quelqu'un sur le vivant, c'est apporter sa tête, en quelque sorte, au laboratoire et en 3 dimensions. Donc c'est un geste scientifique, c'est un geste coûteux aussi, parce que c'est une négociation, il faut payer les gens, c'est un geste un peu agressif, et donc, et puis il faut du temps, c'est un geste délicat. Donc cette collection de moulages, elle est importante dans l'histoire des sciences, mais à un certain moment, le muséum va dire il nous faut autre chose que des moulages, il nous faut aussi des gens capturés dans leurs émotions, avec un regard, etc. Donc c'est là qu'on va s'adresser à Cordier. Mais vous voyez que dans cette approche de la société ethnologique, il n'y a pas que des gens du muséum, il y a des historiens, bien sûr, comme Michelet, donc les Saint-Simoniens, et puis David d'Angers, le sculpteur, qui lui aussi est un phrénologue et qui plaide pour une phrénologie esthétique. Alors, c'est la tête, mais souvent c'est le crâne. Quatrefages, qui viendra un peu après, dit très bien que finalement, pour comprendre la diversité humaine et décrire des races, la tête osseuse est très bien. Et ça s'enracine sur un premier travail d'un médecin et anthropologue américain, Morton, qui édite en 1839 le premier ouvrage descriptif, après Blumenbach en tout cas, mais sur de grandes séries statistiques, les crânes des Indiens d'Amérique, puis les crânes et les momies d'Égypte.
Ensuite, bon, ça devient une mode, donc on a des Crania Britannica, des Crania Helvetica, des Crania Germaniae, et puis finalement, l'œuvre majeure qui dépasse toutes les autres de Quatrefages et amis, donc toujours nos professeurs du muséum, Crania Ethnica, une publication majeure, mais qui, vous voyez, survient des décennies après le travail de Morton. Alors je passe sur Morton, qui était lui-même un polygéniste et plutôt un défenseur de l'esclavage. C'est un médecin du sud de l'Amérique. Et donc il y a une école américaine très raciste qui se greffe là-dessus. Mais les Français ne suivent pas cette voie. Et donc on est, après Flourens, après la fondation de l'anthropologie, dans la transformation donc, vers une histoire naturelle de l'espèce humaine. C'est un mot important qui avait déjà été dessiné par un autre grand médecin mort malheureusement jeune, Vicq d'Azir, qui était le médecin de Marie-Antoinette, dont nous conservons la table d'autopsie, d'ailleurs, qui a laissé son nom à un certain nombre de structures anatomiques, et qui lui aussi voyait dans la description du corps humain un des fondements de l'anthropologie. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque d'Étienne Serre, commence à germer l'idée d'une galerie où on va montrer la représentation du vivant, non pas seulement du squelette, mais du vivant. Donc ces querelles sur l'esclavage, elles ont avorté après la Révolution, puisque Napoléon rétablit l'esclavage. Ensuite, en Amérique, bon, Jefferson abolit la traite, mais il sait bien que s'il abolit l'esclavage lui-même, le pays va se déchirer, ce qui arrivera évidemment avec la guerre de sécession, qu'on appelle en Amérique la guerre civile. Hein. Et donc tout ça prend du temps. Mais en tout cas, en 1848, la France enfin abolit l'esclavage. Pardon. Et donc, on retrouve notre Charles Cordier, et c'est là que je vais laisser la parole à mon camarade. Cordier arrive à Paris, c'est un jeune sculpteur, il rencontre un modèle, qui est un Soudanais du Soudan, du Soudan anglo-égyptien, et il en fait le portrait. On est en 1847. Et puis, la révolution de 1848 arrive à ce moment-là, donc abolition de l'esclavage. Mon genre avait l'actualité d'un sujet nouveau, la révolte contre l'esclavage, l'anthropologie à sa naissance. Et en fait, c'est cette phrase-là qui m'a donné un petit peu l'idée de nous réunir pour faire cette intervention. D'autant que l'anthropologie se consolide au muséum avec Quatrefages, donc le successeur de Serre. Et du coup, la galerie d'anthropologie imaginée avant est portée par Quatrefages, d'autant que le directeur du muséum lui-même, du Jardin des Plantes, Constant Dumeril, était, alors j'ai dit dans le prospectus le beau-père, en fait, Cordier avait épousé la nièce de Dumeril. Donc il était quand même très directement relié au muséum, et la commande du muséum n'est pas étrangère à cette parenté, mais on voit là l'intérêt des anthropologues à avoir une représentation artistique, mais en même temps précise, exacte sur le plan de l'anthropométrie, etc., de la diversité humaine. Et de plus, vous voyez comment la définition de l'anthropologie selon Quatrefages est à la fois complète et structurée. Donc finalement, l'individu, ça sera la physiologie, la médecine, etc. L'individu, bon, pour son corps, son moral, son intellect, ça sera la philosophie, la théologie. Mais nous étudierons l'anthropologie comme une science consacrée à l'espèce humaine. Et alors, c'est Quatrefages qui embauche Ami comme aide naturaliste, et Ami deviendra, alors, à la fin du 19e et au début du 20e, le grand professeur d'anthropologie et le grand fondateur de la collection d'anthropologie, et bien sûr le fondateur du musée ethnographique du Trocadéro. Et Ami est un proche et un élève de Broca, donc Broca, c'est la figure centrale. Et à cette époque, là encore, une grande controverse préside à la définition de l'anthropologie. C'est avec Broca qu'elle va se solder, mais c'est un combat idéologique. Il y a un certain nombre de professeurs du muséum, en particulier de Blainville, qui sont des catholiques et qui utilisent en fait l'idée d'anthropologie
pour l'opposer à la zoologie, en disant c'est très bien, finalement, la zoologie c'est pour les animaux, l'anthropologie c'est pour les hommes, et donc entre les hommes et les animaux, il y a une coupure radicale. Donc la querelle se situe à ce niveau-là, et Broca va dire non, il n'y a pas de coupure radicale, et il remportera le combat, et donc il rattachera en fait l'anthropologie à l'histoire naturelle, donc à l'approche du muséum, bien que Broca lui-même était extérieur au muséum, et d'une façon générale, bien que, alors très ancré dans les hôpitaux de Paris comme médecin des hôpitaux et professeur à la faculté de médecine, il n'était pas au muséum, et le darwinisme, dont il est un des compagnons de route, a du mal à s'imposer, donc il a le besoin, lui, de créer ces structures de façon autonome. Donc la société d'anthropologie qui va rassembler justement tous ces fondateurs de la nouvelle anthropologie. Il faut du coup des collections, donc il constitue une collection dont le musée de l'homme héritera bien après, et puis ils fondent une école. Il va dire, puisque je ne peux pas enseigner dans les endroits conservateurs où on ne tient pas compte des nouvelles idées, eh bien j'enseignerai les idées nouvelles dans une école à moi. Et cette école, bon, elle a périclité, mais elle a été importante. Et Broca n'est pas seulement un amateur de squelettes, puisqu'il va également s'intéresser à l'homme vivant, et il rédigera en 1865, il y aura d'autres éditions ultérieures, lui aussi des instructions pour les recherches en anatomie et en physiologie sur les populations extérieures, c'est-à-dire que quand les voyageurs, puis plus tard les coloniaux, partiront aux quatre coins du monde, eh bien, ils seront munis d'un certain nombre d'outils, de mesures et de questionnaires et en quelque sorte de recommandations pour recueillir des informations standardisées qui vont décrire au mieux la diversité de l'espèce humaine. D'autant qu'une nouvelle technique apparaît. Donc on a eu les moulages, on a la sculpture depuis toujours, mais voilà la photographie qui apparaît, et le Musée de l'Homme a aussi hérité d'une collection importante du prince Roland Bonaparte qui a fait des photographies d'excellente qualité de beaucoup de populations du monde. Mais c'est intéressant de voir que Étienne Serre, qui est professeur donc, dans les années 1835, fait acheter un des premiers appareils photo pour le muséum, vous voyez, et donc lui voit déjà très bien en quoi la photographie, qui venait d'être inventée, va être un outil pour aller encore plus loin dans la description de la diversité de l'humanité vivante. Donc, on a maintenant tous les outils, on a le moulage, on a la photographie, et on se tourne vers le sculpteur en disant « rapportez-nous effectivement des types humains, mais des types qui sortent un petit peu de l'art classique, des types qui expriment la vivacité des races exotiques. » Et donc, dans des bulletins de la Société d'anthropologie en 1862, et Cordier en fait adhère à la Société en 1860, et la Société est créée en 1859, donc vous voyez, c'est un des premiers supporters en quelque sorte. Eh bien, bon, je ne vous lis pas tout ça, mais il prétend fonder sa démarche de sculpteur sur une approche anthropométrique, et puis ensuite dégager un petit peu un idéal platonicien en regardant beaucoup de gens. Frédéric nous en reparlera tout de suite d'ailleurs, mais dégager à partir comme ça d'une compilation mentale de la diversité d'une population, et bien dégager une espèce de type d'ensemble, vous voyez. Mais, et c'est en ça que Cordier est certainement original, il va exalter en fait la beauté de cette humanité. Il ne va pas le faire de façon misérabiliste ou condescendante, il va exalter, et on va le voir tout de suite, la beauté de ces modèles. Donc cette création de la galerie en 1860, vous voyez l'année où Cordier adhère à la Société d'anthropologie, elle est sous les auspices du directeur des musées, etc. Et voilà, dans les mots même de Cordier, je veux vous rendre la race telle qu'elle est, dans sa beauté relative, dans sa vérité absolue, avec ses passions. Donc c'est en cela qu'il se dégage des modèles classiques. Et puis donc il dit aussi, arrêtons de représenter par exemple des noirs comme des blancs peints en noir, pas du tout. Chaque race
à sa beauté, qui diffère des autres races, mais qui n'en est pas moins belle. Et non, le plus beau nègre n'est pas celui qui ressemble plus au blanc, pas du tout. Donc c'est ce regard-là qui va nous intéresser, nous, comme anthropologues, et c'est ce qui explique donc la commande de l'État pour cette galerie. Et d'ailleurs, vous voyez, donc c'est quand même un sculpteur officiel, hein, il obtient la Légion d'honneur également en 1860. Et voyez le commentaire d'un critique d'art, hein, les bustes de Cordier sont d'une exécution si parfaite qu'ils ont mérité d'être placés dans les salles d'anatomie comparée du Jardin des Plantes. Et comment? Et voilà la galerie d'anatomie comparée telle qu'elle était autrefois, quand on y montrait encore des restes humains, qui sont partis au Musée de l'Homme quand il a été créé en 1937. Mais vous voyez, ça c'est la montée de l'escalier qui unit l'anatomie comparée à la paléontologie. Et sur ce palier, il y avait un certain nombre de crânes, y compris des crânes fossiles d'ailleurs. Il y avait les premières représentations des hommes fossiles, mais dont on recréerait la physionomie à partir du crâne, comme vous le voyez dans certaines séries télé actuelles, mais ça c'est vraiment des premières représentations du 19e siècle. Et puis, vous voyez un Cordier qui apparaît en majesté là, et qui est là, et puis une autre ici. Donc les bustes de Cordier sont vraiment les vedettes de cette galerie anthropologique, et Frédéric va nous en dire un peu plus là-dessus. Ce qui est intéressant, c'était d'avoir un regard un peu distancé, peut-être, par rapport à cette collection, assez fabuleuse, que je propose peut-être très rapidement de regarder, vous voyez, et puis après, on va essayer de nous poser des questions, pour essayer d'examiner les problématiques qui pourraient être liées. Alors, je sais que devant moi, j'ai des grands scientifiques, et donc on essaiera peut-être de se poser des questions, simplement, qu'est-ce que c'est que l'art, et en quoi ces objets sont-ils des œuvres d'art ou pas? On va essayer de regarder, ou des objets scientifiques, ou peut-être les deux à la fois, ou peut-être pas du tout. Alors peut-être, regardons donc très rapidement, on va regarder ça un peu comme des objets un peu uniques. Donc là, vous avez un dénommé Saïd Abdallah. Dans le titre, c'est Saïd Abdallah de la tribu de Mayak, royaume de Darfour. C'est son titre exact quand il expose au salon de 1848. Alors on a regardé ça, vous imaginez bien que Darfour, moi j'imagine que c'est non pas même pas le Soudan, il y a encore quelques années, c'est peut-être même la République du Soudan du Sud, la capitale Juba aujourd'hui. Donc c'est un buste en bronze, de comme 84 cm de haut, vous voyez. Et donc c'est incroyablement, donc ce buste est acheté par l'État. C'est pas acheté par un collectionneur, il est acheté par l'État. C'est intéressant que l'État puisse acheter une chose pareille. On va regarder à quel point c'est absolument révolutionnaire d'acheter une chose pareille. Donc tout ça est acheté pour la salle d'anthropologie du Jardin des Plantes. D'ailleurs, au moment d'ailleurs, la reine Victoria s'était un peu intéressée à ce buste. Vous savez qu'en sculpture, on peut être à la fois original, unique et en même temps multiple. L'œuvre d'art est originale même à un certain nombre d'exemplaires. Donc la reine Victoria voulait faire un cadeau, je crois, au prince Albert. Il l'avait acheté d'ailleurs, et même avec son pendant, qui est une Vénus africaine, que vous conservez d'ailleurs aussi. Alors, peu importe, alors, assez curieusement, on connaît son nom. C'est pas rien. C'est pas rien. Pour une fois, ce n'est pas un portrait d'empereur, ce n'est pas un portrait de monarque, ce n'est pas un portrait de général en chef, ni de grand aristocrate, ni de grand bourgeois. C'est le portrait d'un dénommé Saïd Abdallah, le tribu de Mayak du royaume de Darfour. Alors, en fin de compte, c'était un homme dont on connaît deux, trois choses. On savait qu'il avait rencontré en tant que modèle, qu'il avait une vie absolument épouvantable. Hein. Tu m'as donné toutes les indications de tout cela. Il a été pris dans une razzia, exécuté par des Turcs, des Égyptiens, les Albanais sont mis à trois pour le trouver, ce garçon, vers 1828. Il est acheté aux pierres par un monsieur Goria, un négociant, qui l'emmène en Italie en 1830. Il est vendu à un dénommé Stickling, le consul de Prusse à Livourne. Tout ça est encore esclave, vous voyez, et avec elle il va rester. Et puis en fait, ce monsieur va le revendre à un prince Galitzine vers 1828 en France. On va rêver, vous voyez, il va rester 2 ans, puis je crois qu'apparemment il va s'échapper. Et vers 1840, il s'établit comme modèle, où apparemment Cordier le rencontre et veut le représenter, ce qui est absolument étonnant. Le père de son temps a représenté un homme tel que lui. Ce n'est pas un être vivant, hein. C'était même pas un être humain, c'était, je vous rappelle, un ancien esclave. Donc, un professionnel, il le fait poser, et puis, donc, un énorme succès, la reine Victoria, la future impératrice des Indes, donc, achète sa représentation. Ce buste a un énorme succès, j'ai regardé un petit peu. J'ai vu une trentaine de séries, il y a une édition, alors un peu plus grande, il y a des réductions, il y a des agrandissements, il y a des œuvres uniquement en bronze, il y a des bronzes argentés, j'ai même vu des plaques, il y a même des barbes de couleurs. On nous en parle beaucoup, le problème de la polychromie que pose cette collection unique.
la polychromie, c'est-à-dire la sculpture est originellement bien sûr monochrome. On pensait que l'Antiquité nous avait légué une sculpture monochrome, blanche bien sûr, et on se rend compte qu'on en parlera un petit peu, que les choses étaient un peu différentes. Et Cordier va essayer d'introduire ce qu'on appelle la polychromie, donc la multiplicité des couleurs dans la sculpture. C'était là, encore une fois, s'intéresser à des gens comme ça, rendre peut-être un semblant de vie par la multiplication des couleurs. Et je vois qu'effectivement, presque une trentaine d'œuvres ont pu être réalisées d'après cette œuvre-là. Alors, nous connaissons ce bronze qui est conservé donc, chez vous. Et puis, par chance, effectivement, nous avons connaissance de son moulage. Donc ça, c'est intéressant, ce moulage de ce fameux, de cet être que vous conservez également, qui date de 1847, et dont on voit bien, effectivement, à partir duquel, plutôt que c'était la forme, à partir de laquelle donc, notre ami Cordier va travailler. Il va l'affubler je ne connais pas tout à fait, j'imagine quoi, c'est une sorte de chéchia, donc je ne sais pas ce qu'on appelle le chéchia, et puis peut-être un habit plus ou moins militaire par-dessus, pour l'anoblir, peut-être pour l'anoblir, lui donner un air. Mais au départ, il y a ce moulage très émouvant, alors les yeux fermés, on peut imaginer qu'on le moulage puisse prendre, de cet homme dont on a là, effectivement, sans doute une des premières empreintes, tout simplement, qui soit de sa partie. Ce troisième image, c'est cette œuvre qu'on appelle la Mauresque noire. La Mauresque noire, qu'on appelle aussi la Mulatresse. Nous sommes là, nous étions en 1848, là nous avançons un peu dans le temps, nous sommes là en 1856. C'est une œuvre également que vous possédez au musée de l'Homme, c'est un bronze. Tout ça sont bien là, ça appartient à l'État, mais ça vous est mis en dépôt par ce qu'on appelle le Fonds national d'art contemporain, peu importe. Là encore une fois, c'est un achat de l'État, nous sommes là en 1857. L'œuvre d'ailleurs avait été exposée, ce qu'on appelle le salon, à la grande exposition annuelle qui avait lieu, qui permettait aux artistes peintres et sculpteurs de faire connaître leur collection. C'est acheté en 1957, comme d'ailleurs une grande partie des œuvres que nous allons voir ensemble, une passion. Alors, est-ce que c'est Victor Diac qui a donné un coup de coude à Napoléon III? Enfin, Napoléon III apparemment a adoré cela aussi. Et il a poussé, soit il les a achetés personnellement, soit il les a achetés sur sa caissette personnelle, soit au frais de l'État, soit il a recommandé au surintendant des Beaux-Arts, les personnes dont vous avez vu quelques ans passés, Nieuwerkerk, d'acquérir ce type d'œuvre qui lui paraissait tout à fait intéressant, absolument fascinant. On ne sait pas très bien où ces œuvres étaient placées, j'ai regardé un peu ça, je n'ai pas tout à fait trouvé, mais dès 1863, l'œuvre est déposée au Muséum d'Histoire naturelle. Et là, encore une fois, cette œuvre, ce bronze, j'en ai trouvé plus d'une demi-douzaine de versions qui se baladent à la droite ou à gauche. Alors, on pourrait, tu crois qu'on a un peu le temps de lire un peu les passages concernant? Oui. Dans l'ouvrage très semblable que tu m'as prêté, le Marc de Trapadou. Je ne sais pas si vous connaissez Marc de Trapadou. Marc de Trapadou, en 1860, a écrit quelques lignes ineffables sur l'œuvre de Cordier, mais on pense que c'était peut-être M. Trapadou était peut-être M. Cordier lui-même. Alors, on ne sait pas très bien. Tu m'expliqueras ça un jour, je n'ai pas tout à fait saisi. Alors, il parle un peu de l'image, et voilà ce qu'il en dit. Alors, de cette fameuse Mauresque noire. Sa beauté singulière est le produit heureux du mélange du sang mort et de sang maigre. Mais l'élément mort, quelqu'un de son père, toute cette observation, mais l'élément mort, quelqu'un de son père, l'apparente étroitement avec le type européen. Grâce à la parfaite régularité de ses traits, elle rappelle ces beautés robustes que l'on rencontre dans quelques-unes de nos provinces du Midi. Sa physionomie, éminemment expressive à toutes les longueurs et les morbidesses de l'italienne, réchauffée néanmoins par les ardeurs orientales. Sur son front intelligent, on lit les calculs profonds de ses passions despotiques. Ça commence, il y a une capacité à lire des choses, vous savez sûr. Ses yeux magnétiques donc, attirent bien sûr invinciblement l'objet de ses désirs et embrassent dans un large regard tout le pays des rêves. Son costume bizarre, il essaie de vendre, il a fait un petit bouquin où il essaie de vendre un peu toutes ses collections. Son costume bizarre, qui est celui de l'intérieur, fait merveilleusement valoir ses charmes. Des fleurs d'églantier s'enroulent, ses graines, vous voyez, comme un chapelet dans les ondes de la chevelure. La frémela, je ne sais pas vraiment, rapproche amoureusement ses deux seins d'ébène que découvre à moitié et que laisse entrevoir tout entier sa chemise de gui pur. Cette aspasie noire, ça c'est un jugement de valeur, cette aspasie noire, je crois que là vous avez des choses qui cette aspasie noire compte parmi ses conquêtes un trait savant
et jusque-là très sage philosophe français qui a abdiqué devant elle sa raison et a recommencé à ses pieds l'histoire si amusante de Socrate, le génie bardé par la... Voilà notre ami Cordier qui nous parle de cette mauvaise mémoire, dont on a au moins quelques renseignements. Passons à une autre image, on essaie de regarder un peu les choses rapidement. Le nègre du Soudan, qui vous appartient également, qui date de 1856, qui est un buste en bronze argenté, oxydé, avec quelques traces assez intéressantes. Voilà, qui est... alors celui-ci avait été aussi acquis en 1857 par Napoléon, entre autres achats, et on en parle aussi, le succès est absolument étonnant, on en trouve plus d'une dizaine d'exemplaires qui se baladent dans le monde entier. L'œuvre est exposée et conservée à partir de 1863 aussi au Muséum d'histoire naturelle. Alors, ce buste est tout à fait intéressant pour nous, puisque donc vous avez l'équivalent en marbre de couleur. Tu as l'image peut-être? L'image suivante. Et donc là, vous avez une expression, vous avez là une formule en bronze précédemment assez normative, et d'un coup d'un seul, avec là apparaît Cordier dans toute sa gloire, dans tout son génie, qui est effectivement de ressusciter des techniques tout à fait anciennes, très particulières, mais dont il est un des seuls à promouvoir l'expressivité, qui est donc cette conjugaison de matériaux, et avec cette sculpture tout à fait étonnante, qui est conservée aujourd'hui au musée d'Orsay. Avant-dernière image, je vais vous montrer la femme Hydriote, sans doute de l'île d'Hydra, donc une femme grecque, dont on connaît le nom, qui s'appelle Baboulina, parfois on a le nom, parfois on ne l'a pas. Nous sommes en 1859, c'est un buste en marbre divers, il y a toutes sortes de marbres de couleurs, blanc, noir, marron, etc. Il y a même un marbre onyx, tout ça est assez grand, tout ça est conservé, l'œuvre a été conservée par chez vous. C'est un achat d'État en 1860 et qui est exposé, alors sans doute elle a dû être exposée dans les salons officiels, peut-être au château des Tuileries, au palais des Tuileries, peut-être à Saint-Cloud, je ne sais pas, mais elle est déposée quand même assez vite à la fin du Second Empire, en 1969, au Muséum d'histoire naturelle. Alors, par contre, là, c'est une chose tout à fait intéressante. Ce n'est pas le portrait d'un humble ou d'une personnalité modeste, c'est seulement une personnalité immensément célèbre en Grèce à l'époque. C'est le portrait posthume, une dénommée Baboulina ou Bouboulina ou Bobolina, j'imagine une traduction un peu différentielle du grec, qui était la veuve grecque à l'armateur de Spetsaï, qui était une figure très très active de l'insurrection grecque en 1821, pour avoir financé surtout la chose. J'ai regardé, donc cette dame était décédée en 1825, donc c'est une chose assez curieuse. Peut-être a-t-il travaillé d'après un masque mortuaire, d'après des représentations, mais l'œuvre aussi a beaucoup plu, et donc on en trouve plusieurs exemplaires à droite et à gauche, mais là vous avez là encore une fois un exemple, je vous parle très rapidement, de ces accumulations de couleurs. Dernière œuvre que je vais vous montrer, on aurait pu en montrer beaucoup plus, il fallait se limiter, l'œuvre s'appelant La Capresse des colonies, un buste en bronze, argenté aussi, oxydé, avec des marbres onyx, avec un pied-douche en porphyre des Vosges, qui datait, lui, de 1861, exposé au salon, acheté par le ministre de la Maison de l'Empereur, conservé là encore une fois, sans doute dans des espaces officiels, et après mise en dépôt dans le musée d'art moderne, le musée national d'art moderne de l'époque, on appelé le musée du Luxembourg, qui était installé au Luxembourg dès 1870, et là encore une fois, immense notoriété de ce buste, donc j'en ai trouvé presque une quinzaine, importante. Alors, vous l'avez vu, on peut d'ailleurs regarder l'image avec nous, que d'un coup d'un seul, certains se posent des questions à nous, alors nous, historiens d'art, par rapport à cette collection que vous considérez-vous comme une collection scientifique. Alors c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse énormément, c'est de voir apparaître, grâce à Cordier, tout simplement, c'est le choix du sujet. C'est ce répertoire inouï, tout à fait extraordinaire, tout simplement, de bustes représentant des titres humains. Et c'est vrai qu'un seul se pose la question, à l'époque, de cette volonté, de cet homme, de s'intéresser, encore une fois, loin des monarques et loin des puissants de ce monde, financièrement ou politiquement, tout simplement à la représentation des gens les plus modestes et les plus humbles. C'est à moi de parler? Alors, je rigole mal.
donc en la matière. Donc ça c'est une chose effectivement très intéressante pour nous, c'est de voir apparaître grâce à Cordier effectivement cette inhumanité que l'on voit désormais apparaître grâce à lui. Autre chose, c'est effectivement donc le traitement de la polychromie. C'est une chose qui vous paraît... c'est une chose assez étonnante, nous sommes avec le Second Empire. Le Second Empire, c'est, après tout, on devrait parler peut-être de l'opéra Garnier. On est là avec Cordier comme une sorte de Garnier de la sculpture. Garnier, qui élève le palais Garnier, qui élève le palais de l'opéra, qui mêle lui aussi toutes les coloris possibles et imaginables qui devaient exister sur Terre et en France et ses colonies d'époque, pour varier, effectivement, pour animer par la couleur ces bâtiments qui jadis étaient monochromes, uniquement en pierre. Et bien nous sommes là avec Cordier, effectivement, dans cette volonté, là encore, peut-être d'imaginer une sculpture différente, une sculpture exubérante, une sculpture aussi, peut-être, avec cette volonté peut-être de se rapprocher de la vie, une volonté peut-être de se rapprocher au plus propre des êtres, d'essayer de rivaliser avec peut-être l'existence. Nous vivons en polychromie, nous vivons en polychrome, et effectivement, nous ne vivons pas en monochrome. Mais c'était une chose tout à fait révolutionnaire à l'époque. Je rappelle qu'à l'école des Beaux-Arts, les concours scolaires, l'éducation, l'instruction se fait effectivement sur un apprentissage de sculpture qui est tout à fait influencé, non pas qui ne regarde pas du côté de la couleur, mais qui regarde du côté de la monochromie, de ce qu'on imaginait être la statuaire antique. La statuaire antique monochrome, il est absolument impensable d'imaginer une statuaire pareille. Donc c'est vrai que pour nous, historiens d'art, notre ami Cordier, à tout point de vue, a quelque chose là de révolutionnaire, et il invente un genre tout à fait nouveau. Un des grands critiqueurs disait, Paul Mans, je pense que c'était le professeur critiqueur de l'époque, il serait qu'il avait le courage de la polychromie. C'est vrai que c'était tout à fait impressionnant, c'est tout à fait d'ailleurs étonnant que les pouvoirs publics, et entre autres le souverain, régnant bien sûr à cette époque-là, puissent s'intéresser à ces œuvres, les faire acquérir, et pouvoir imaginer que ces œuvres puissent devenir des modèles, avec une valeur sans doute didactique et pédagogique qu'elles pouvaient avoir. Alors, cette polychromie, bien sûr, après tout, il n'est pas le premier. Vous vous rappelez que des gens comme des philosophes, comme des esthéticiens, des gens d'ailleurs qui ont des voix parfois politiques assez importantes, des gens comme Quatremer de Quincy, avaient déjà, effectivement, au tout début du XIXe siècle, perçu l'importance de cette polychromie dans l'architecture antique. D'abord, et dans la statuaire antique, tout simplement parce que les fouilles avaient lieu et qu'on découvrait effectivement en Grèce que ces fameux reliefs, que ces fameux statuaires sur lesquels on avait tellement, on avait tellement conceptualisé, qu'on avait tellement sublimé depuis l'époque de la Renaissance, après tout, cette statuaire, cette architecture était elle aussi polychrome. Donc, bien sûr, tout cela a du mal à se faire jour et à être admis, tout simplement par l'esthétique néoclassique, tout simplement par l'Académie des Beaux-Arts, qui règne en maître, qui contrôle à la fois l'école des Beaux-Arts, qui contrôle l'Académie de France à Rome, qui est là pour former les futurs maîtres, à la fois peintres, sculpteurs et architectes, dans cette esthétique très particulière, cette esthétique néoclassique, qui est l'héritière de Winkelmann, du milieu du XVIIIe siècle, où le modèle absolu est le modèle de l'Antiquité grecque romaine, et non pas des espèces de monstruosités de couleurs comme Cordier est capable de l'avoir. Alors, certes, mais Cordier, lui, assez curieusement, avec cette ambivalence qui est la sienne, eh bien, après tout, lui aussi s'inscrit, se clame son classicisme. Il rappelle tout simplement, effectivement, que l'Antiquité était peut-être non monochrome qu'on l'imaginait. Il rappelle que peut-être qu'à l'époque médiévale, et on commence à découvrir aussi, nos portails de nos grandes cathédrales étaient aussi peinturés. Il rappelle aussi qu'il avait quelques-uns, pas beaucoup, quelques illustres devanciers à l'époque de la Renaissance et du baroque. Tout cela est une chose importante qui lui permet effectivement de s'affirmer et de devenir le sculpteur important qu'il était. Et puis, alors ce qui m'intéresse aussi dans cette statuaire, on se trouve dans cette série tout à fait étonnante, je ne sais pas combien d'œuvres le musée possède d'œuvres, mais c'est une série tout à fait étonnante et unique au monde. Alors, c'est vrai que cette série, assez curieusement, je ne sais pas si tu as regardé quelque chose, ne s'intéresse qu'à des parties particulières du monde. Certes, Cordier ne s'intéresse pas, par exemple, ni à l'Europe centrale, ni aux Amériques, bien sûr, encore moins, bien sûr, à l'Australie et autres. Nous connaissons quelques Chinois, quelques Indochinois, mais c'est vrai que c'est l'Orient. C'est l'Orient, c'est peut-être à la limite l'extrême-Orient qui le passionne, et c'est vrai que, évidemment, bien entendu, notre ami Cordier s'inscrit dans cette redécouverte de l'exotisme
cet exotisme de l'Orient que l'on a pu percevoir effectivement dès le début des années 1820. Vous avez vu son œuvre, comment il apparaît dans le panorama de la sculpture française à la fin des années 1840, et puis il va continuer à perdurer, et c'est vrai que son grand œuvre se réalise effectivement dans les années 50, 60. Mais bien sûr, rappelons-nous encore une fois, un des fondateurs de cet exotisme, c'est bien sûr Eugène Delacroix. Tout commence avec cette découverte de l'Orient par Eugène Delacroix, et avec cette volonté, et c'est en cela d'ailleurs qu'il se rattache peut-être avec ce goût peut-être romantique. Et là, il faut parler, effectivement, on peut peut-être imaginer parler de romantisme en sculpture. Peut-on parler y a-t-il une sculpture romantique? Eh bien, après tout, on connaît la peinture romantique, on peut parler de Delacroix, on peut parler de Géricault, on peut parler de quelques-uns d'autres. Mais en sculpture, on a peut-être du mal à donner des noms. On a cité David d'Angers. Et après tout, Cordier en fait partie. Et il se rattache à Delacroix, quand Delacroix, finalement, on va rappeler, découvre, lance cette fameuse école de l'orientalisme, fonde les études de l'orientalisme, et donc amène tous ces artistes français et européens, sans doute, à ne pas s'arrêter simplement à Rome, ou à faire un voyage encore plus long, qui était plus délicat d'ailleurs, d'aller jusqu'à Athènes, dans lequel très peu de gens allaient, mais surtout à Rome, qui était la Mecque des arts, et de franchir la Méditerranée pour en découvrir une autre contrée, et une volonté très particulière, peut-être aussi, et en ça, d'ailleurs, vous voyez, à quelle fois, encore une fois, notre ami Cordier est un être tout à fait paradoxal et ambivalent, c'est qu'il y a quand même une recherche aussi de rechercher une certaine antiquité. Certes, encore une fois, c'est une volonté de ne pas vouloir s'inscrire dans la continuité néoclassique d'une statuaire empruntée et, très influencée par la statuaire antique, mais c'est de trouver une autre antiquité. Delacroix, je cite de moi, dont je cite sans doute très très mal, et Delacroix disait que lorsqu'il se balade dans les souks, lorsqu'il se baladait dans les souks, à Tanger ou à Rabat, quand il voyait ces grands arabes en burnous, il avait l'impression de voir des sénateurs romains passer devant lui. Il y avait là, pour lui, alors que nous sommes là dans les prémices de la colonisation, de l'entrée en force de colonisateurs, d'une armée coloniale qui vient là débarquer dans un pays, prendre possession, avec Delacroix, on est là juste dans les prémices qui précèdent la nation et la colonisation, une volonté aussi assez curieuse d'imaginer qu'après toute cette antiquité qui fait rêver tellement les artistes depuis plusieurs siècles, depuis la Renaissance, et bien cette antiquité, elle était là vivante, tout simplement. Et ce goût de Cordier pour représenter ces orientaux, en les affulant d'ailleurs parfois de turbans, de vêtements assez extraordinaires, certes, ce ne sont plus des sénateurs romains, ce ne sont plus des grands prêtres grecs, ce ne sont plus des hommes antiques, mais cette volonté effectivement d'imaginer qu'après tout, encore une fois, c'est vers le passé qu'il faut se tourner pour trouver l'origine même du beau, mais qu'après tout, on peut trouver aussi dans l'époque contemporaine, dans des régions contemporaines, limitrophes du territoire, de l'Hexagone, peut-être cette antiquité rêvée, que l'antiquité existe encore, effectivement, non pas outre-Rhin, mais outre la Méditerranée. Cette volonté aussi de représenter ces êtres, tout simplement en voulant les anoblir. Il y aura là, avec la colonisation, sans doute des politiques d'asservissement, ça a été très bien étudié, mais on est là avec des artistes assez étonnants qui veulent rendre hommage et rendre cette dignité, redonner une individualité à ces êtres dont on peut, j'avais regardé un petit peu quels étaient les titres qui donnaient un peu ces êtres. Ils représentent des pêcheurs de corail maltais, un moissonneur kabyle, une paysanne égyptienne, un musicien clubé, tout ça sont des titres qui donnent, une chanteuse algérienne. Vous voyez, pour des tenants de l'académie, pour des membres de l'académie des beaux-arts, peintres, grands sculpteurs, grands architectes, qui contrôlent l'exécution et la réalisation des œuvres d'art, qui autorisent, qui permettent à certains artistes d'exposer au salon, d'être achetés par l'État, de devenir membre de l'académie eux-mêmes, d'être nommés professeurs à l'école des beaux-arts, ou quand ils sont très jeunes, de réussir les concours scolaires, le concours du Grand Prix de Rome. Tout ça est figé dans une esthétique académique que j'adore, c'est mon doctorat là-dessus, donc il n'y a pas de critique de ma part, mais voilà le système qui existe à l'époque. C'est vrai que Cordier, quand il s'intéresse à un moissonneur kabyle, révolutionne
absolument, incroyablement, dans ce souci, effectivement, assez étonnant de s'adresser à d'autres peuples. Il révolutionne pas simplement la science, il révolutionne aussi l'histoire de l'art. Il crée d'un coup d'un seul, il donne sa chance à des êtres qui n'en avaient pas. Il y avait là, c'était des êtres qui étaient des non-sujets. Lorsqu'on représente une femme ou un homme, c'est Diogène, c'est Apollon, c'est Aphrodite, vous voyez, ou c'est Apollyon, ou c'est Louis XIV, ou Louis XVI, vous voyez, et on ne représente ni chanteuse, ni algérienne, ni musicien turc, bien évidemment. Donc ces non-sujets deviennent tout simplement invisibles, deviennent avec lui visibles. Une chose assez étonnante. Et donc d'ailleurs, parce qu'il va y aller, hein, il ira en Algérie en 56, il ira en Grèce en 58 et en 60, il fait même un petit passage en Turquie, il va en Tunisie en 61, il va s'incruster, il va d'ailleurs tellement aimer l'Algérie, d'ailleurs je crois qu'il mourra, c'est ça, en 1905. Donc une volonté véritablement aussi qui m'intéresse énormément, loin des bustes des philosophes grecs de l'Antiquité, c'est cette volonté effectivement de représenter des types tout à fait différents. Alors cette polychromie, bien sûr cette polychromie elle est passionnante pour nous. Donc c'est vraiment une réponse simplement à la blancheur immaculée de cette statuaire classique qui est exposée en quasi-totalité au salon. Et c'est une volonté vraiment de pourfendre cette idée d'une statuaire qui serait une statuaire qui idéaliserait les sujets, qui conceptualiserait, avec cette esthétique, cette philosophie de l'époque qui imaginait que la statuaire avait un rôle sacré, c'est ce que disait Baudelaire, c'était d'anoblir la vie. La peinture, on peut tout représenter, on peut tout accepter. Les grands bourgeois lors du XVIIe siècle acceptaient d'avoir des représentations de tavernes avec des gens qui urinent dans un coin, vomissent dans un autre, et tout ça était accroché, c'est peint par Ténix, c'est peint par Rubinstein, tout est possible. Vous voyez. Mais en statuaire, la chose est impossible. La quotidienneté, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, est absolument invraisemblablement impossible à représenter. La statuaire est une statuaire de droit public. Elle doit élever l'homme, elle doit élever la dignité de l'homme, et donc elle doit rendre compte effectivement des grands principes moraux, d'où d'ailleurs la fréquence des allégories que représentées bien sûr à cette époque-là. Et vous imaginez bien que quand notre ami Cordier expose cette série, alors il a eu peur bien sûr, il a exposé la série presque complète au début, il continuera à en faire bien sûr, hein, tout le monde se passionne, c'est un coup de tonnerre dans la création artistique de l'époque. La sculpture ethnographique, en quelque sorte, sera poursuivie un certain temps, notamment par Malvina Hoffman, vous voyez, qui fait tout un hall sur les types humains, et c'est une élève de Rodin, elle est venue étudier à Paris, et puis elle fait un travail assez classique de description, qui se termine par, vous voyez, la boucle est bouclée, cette Vénus noire, à la façon des années 30, qui rappelle très bien la Vénus noire de Cordier. Eh bien, voilà aussi l'impasse. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on dit finalement, oui, Cordier et oui, ses successeurs ont représenté la diversité humaine, mais ils ne pouvaient pas la figer dans des types raciaux parce qu'il n'y a pas de race humaine. Et c'est ça un petit peu le message, j'aurais pu vous en parler davantage, il faudrait une conférence, c'est que finalement, Cordier est un moderne, Cordier exalte la diversité humaine, et en même temps, en s'engageant dans une tentative typologique avortée, puisque finalement, il fait poser des gens, il ne décrit pas des types platoniciens, mais en ayant cette volonté reprise d'ailleurs par le principe même de la galerie d'anthropologie de l'époque de catégoriser l'humanité, eh bien cet effort-là aboutit à une impasse et finalement l'art de ce type-là n'aura pas de continuateur, ça ne sera plus qu'ensuite justement l'exotisme à la Gauguin, etc. Donc on voulait à travers ce survol à la fois esthétique et anthropologique vous montrer un petit peu la complexité de l'approche et puis également la façon dont dans le périmètre qui nous entoure à quelques mètres d'ici, toutes ces théories ont été discutées. Je vous remercie. Pour quelles raisons faut-il avoir une origine commune ? Nous sommes tous très apparentés. Cela dit, il y a, avec justement le développement de l'ADN ancien, un certain nombre de nuances à faire par rapport à une origine africaine en bloc, dans la mesure où, avant la sortie des hommes modernes, il y a à peu près 100 000 ans d'Afrique, il y a eu d'autres sorties. L'ancien monde était peuplé depuis presque 2 millions d'années par des gens qui ressemblaient un petit peu à des australopithèques ou à des Homo erectus assez primitifs, notamment l'homme de Dmanisi en Géorgie, qui a
800 000 ans. Et donc maintenant qu'on peut décoder un certain nombre de traces de métissage entre cette nouvelle humanité qui sort d'Afrique et les humanités anciennes qui étaient arrivées avant, on s'est aperçu qu'il y a eu un métissage entre l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal en Europe. Et l'homme de Néandertal était confiné en Europe. Et puis on connaît à Denisova, donc en Europe de l'Est, presque aux confins de l'Asie, seulement par une phalange et une molaire, un fossile dont l'ADN a été extrait, et une partie des gènes de cet individu virtuel, dont on ne connaît pas le visage, se retrouve en Indonésie. De sorte que le tableau s'est un peu complexifié avec des superpositions entre une humanité moderne qui sort, qui en Afrique ne connaît pas ces métissages, mais qui, dans le reste du monde, se mélange avec les prédécesseurs. Donc on arrive à un tableau un petit peu plus nuancé, qui ne brouille quand même pas l'image de base, qui est de dire que toute l'espèce humaine actuelle est quand même de souche commune.